Élu dans Matane en 1994, Mathias Rioux devient délégué régional du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Île-de-la-Madeleine en préparation de la démarche référendaire. Après le référendum perdu et le départ de son chef, Jacques Parizeau, les premières années du député en politique ne furent pas de tout repos. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Rioux. Bonjour. M. Rioux, quels facteurs ont joué en faveur d'un vote majoritaire pour le oui dans votre région et en faveur d'un vote majoritaire pour le non dans l'ensemble du Québec? D'abord, au début, ça ne sautait pas aux yeux. Hein? Même si on avait un député péquiste à Gaspé, un à Matane, un aux îles, ça ne garantissait pas pour autant l'adhésion des Gaspésiens à la cause de la souveraineté. Mais c'est la campagne référendaire et les commissions régionales qui ont été la source d'animation principale, qui ont amené les gens à se dire « Hey, coudonc, il y a quelque chose là-dedans. » Cette fenêtre d'opportunité était belle, emballante et, chez nous, les gens se sont dit « Hey, coudonc, ça pourrait être bon pour notre région, ça, que le Québec soit souverain, s'il a des moyens supplémentaires, s'il n'y a plus d'argent, si on décentralise le pouvoir vers les régions, parce que les Gaspésiens sont très sensibles à la décentralisation du pouvoir. » Alors, on était parti avec la conviction de gagner. Et on était habité par ça. On n'a pas une mentalité de perdant, là, de gagnant. Parlant de cette campagne référendaire, quel rôle vous avez joué comme délégué régional, mais aussi peut-être sur le terrain d'autres missions? Oui. Pour M. Parizeau, les délégués régionaux étaient les acteurs dans leur région de la campagne référendaire. Et on devait jumeler notre action avec le Bloc. Ça s'est très bien fait. Ça s'est très bien fait. Parizeau, c'était plus qu'un premier ministre, qu'un chef. C'était un guide. Il était le guide de la révolution visant à conduire le peuple québécois à la souveraineté. Est-ce que vous avez été surpris de la démission de M. Parizeau le lendemain? Oui. Au début, oui. Hey, moi, là, je perdais mon chef. C'était mon chef, en qui j'avais confiance, qui quitte. J'étais bouleversé. Je n'en revenais pas. Et d'ailleurs, j'avais moi aussi le goût de quitter. Je me suis dit, bon, Parizeau n'étant plus là, qu'est-ce que je fais en politique? La souveraineté ayant été rejetée par les Québécois, avec un très petit pourcentage, je me suis dit, aussi bien de retourner aux communications puis au journalisme. J'ai été foudroyé par la démission de Parizeau, attristé. Mais je comprenais aussi, je respectais sa décision. Il ne voulait plus diriger une province. Il était revenu en politique pour faire un pays et diriger un pays. D'ailleurs, il avait tout prévu, advenant un oui au référendum. Il avait tout prévu, au plan international, au plan financier. Et ça prouve le génie de l'homme. Et oui, je suis resté. Je suis resté pour une raison, une seule. J'avais un mandat des Gaspésiens de les représenter pendant 4 ans. M. Bouchard succède à M. Parizeau, pas seulement chef du PQ, mais aussi chef du gouvernement.
Il forme un nouveau Conseil des ministres. Il vous nomme ministre du Travail. Est-ce que ça vous a surpris, ça? Je ne pensais jamais être nommé ministre. D'ailleurs, il me cherchait partout. J'étais à Montréal, j'étais allé voir ma fille. Et quand tu t'attends d'être nommé ministre, tu restes près de ton téléphone. Alors moi, ça me passait même pas dans l'esprit que je puisse être nommé ministre, parce que Lucien Bouchard et moi, on n'était pas de la même famille spirituelle, là. Au niveau idéologique. C'est un homme de droite, et puis... quand il m'a fait venir, je pensais que c'était pour me nommer à la culture et aux communications. Un domaine où je me sentais plutôt confortable. Mais il savait aussi que j'avais pas mal tâté aux relations de travail et tout ça. Puis, ben moi, je lui avais dit, j'ai dit, écoute, j'accepte et puis je vais faire ça comme je pense. Et c'est parti comme ça. Mais j'avais des choses en tête. La CSST, à revisiter et à accélérer la réforme, déjudiciariser la CSST. J'étais horrifié également par les congédiements sans cause juste et suffisante. Il fallait modifier la loi des normes du travail. Ce qui m'horripilait aussi, puis qui m'attristait, c'était que la formation dans l'industrie de la construction était presque au ralenti. Il fallait bâtir un fonds de formation pour l'industrie de la construction qui se tienne. Et puis aussi, toute la question de la rénovation dans le domaine de l'industrie, déréglementer ça pour que les gens puissent accéder à l'autoconstruction et faire des travaux sans être assujettis au décret ou encore à la loi R20. Mais justement, avec M. Bouchard, dans cette réforme-là, est-ce que ça se passait bien? Parce que vous étiez, comme vous dites, pas de la même idéologie. Oh, il y a des choses qui accrochaient, c'est sûr. C'est que j'ai bien senti que Lucien Bouchard, qui était un spécialiste des relations de travail, Boivin, qui en était un également, qui était son conseiller principal. Jean-Roch Boivin. Et Boily, qui était mon sous-ministre, j'ai bien senti que j'étais en liberté surveillée. J'ai compris ça dès le départ. Et je savais que tout ce qui se passait au ministère, Lucien le savait. Alors, il n'y a pas besoin de me parler. J'ai demandé de le rencontrer très souvent pour lui expliquer mes projets. Puis ça ne donnait jamais. Alors oui, on s'est accroché. On s'est accroché sérieusement. Mais cependant, j'étais tellement désireux de réaliser un certain nombre de projets, diminuer le nombre d'heures de la semaine de travail, par exemple. Combien de fois m'ai-je battu pour augmenter le salaire minimum? Ça faisait l'objet d'un débat presque de jésuite quand on voulait augmenter le salaire minimum. Et dans l'industrie de la construction, qui est une industrie à laquelle j'étais très attaché, j'aime cette industrie. Tellement que j'aurais aimé y apporter encore plus de réformes. J'aurais aimé démocratiser davantage. Je te donne un exemple. Quand on a réformé la CSST, déjudiciarisé la CSST, pour être plus respectueux des travailleurs accidentés, pour leur permettre d'accéder le plus rapidement possible, soit à des indemnisations ou des réparations, j'ai dit, il ne faut pas que ça dépasse 12 mois. D'autre part, j'ai dit, c'est pas vrai que les Gaspésiens vont partir de Sainte-Anne-des-Monts pour venir à Québec et à Montréal pour aller comparaître devant la CALP, la Commission des accidents du travail. J'ai dit, il faut régionaliser la CSST. Évidemment, ça représentait des investissements, des bureaux régionaux. La construction est régie par un décret. Vous vouliez modifier le décret
Et là-dessus, ça ne marche pas nécessairement très bien avec M. Bouchard. Oui, il y a eu des accrochages, oui. Je dirais, par exemple, sur l'assujettissement de l'installation et de la réparation et de la machinerie de production dans le domaine de l'industrie. Moi, je voulais garder ça, en quelque sorte, pour que ce soit les ouvriers, les spécialistes de l'industrie qui installent et qui réparent les machines. Alors que l'industrie, les manufacturiers disaient, on va aller installer nos machines, on va les réparer. Bon. On avait un différend là-dessus, je pense, Bouchard et moi. Puis on a eu un conflit aussi sur les électriciens. Quand est arrivé les hautes technologies dans le domaine des communications, les électriciens voulaient garder ça, la main haute là-dessus. Et j'étais en réflexion. Alors, un jour, le critique de l'opposition se lève en chambre, puis il me pose la question. Et je lui dis qu'on est en train d'examiner la question et que je reviendrai là-dessus rapidement. Alors, Daniel Johnson se lève, il demande au premier ministre, êtes-vous d'accord? Il me contredit, sans avoir écouté probablement ce que je venais de dire. Il me contredit à la Chambre. Alors, à la sortie de période de questions, je vais le voir, j'ai dit, ça fait plus ton affaire, là. Si ça ne te convient plus que je sois ministre du Travail, mets-moi à la porte. C'est simple, mets-moi à la porte. De même, ça sera réglé. Il ne l'a pas fait. Mais moi, je suis prêt à partir. Je suis prêt à partir parce que il y avait plus que ça. Il y avait plus que ça. C'est que j'ai bien senti, après l'arrivée de Lucien Bouchard à la direction du gouvernement et du parti, que la cause de la souveraineté était mise en veilleuse. Pour lui, ses priorités étaient ailleurs. Le déficit zéro était une hantise dans ce gouvernement, si bien que on ne pensait et on ne réfléchissait qu'à ça. Et lorsqu'est arrivé les mises à la retraite dans le domaine de la santé, il ne fallait pas poser la question à savoir combien il y a de personnes qui allaient partir. Tu sais, on était orienté vers ça. C'était une bonne chose d'assainir les finances publiques. Moi, je ne suis pas contre ça. Mais il faut voir les dommages collatéraux. Tu sais, parce que moi, quand j'avais regardé le plan qu'on offrait aux infirmières et aux médecins pour quitter leur profession, c'était fantastique. C'était extraordinaire. C'était quasiment pas refusable. Alors, il n'en est pas parti 10 000 ou 15 000, il en est parti 30 000. Après l'élection de 98, on gagne l'élection, le PQ est réélu correctement, mais il y a quelques voix qui séparent les péquistes et les libéraux. Très peu. 0,2 de 1 %, je pense. Et j'écoute mon chef, j'ai dit, il va célébrer sa victoire. Il annonce aux Québécois qu'il a compris qu'il ne voulait plus de référendum. Alors que je savais pertinemment, parce que j'avais des amis au fédéral, je savais pertinemment que les libéraux fédéraux tremblaient à l'idée que Bouchard soit réélu et qu'il tienne un autre référendum. Alors, mon premier ministre déclare qu'il a compris que les Québécois n'en voulaient pas. Là, les bras m'ont tombé. J'ai dit, ah, c'est pas vrai. Aviez-vous de la difficulté avec la ligne de parti? Ça a été un calvaire pour moi. La ligne de parti, Louise Arel vous dirait que c'est grâce à la ligne de parti qu'elle a pu réaliser les fusions municipales. Soit. Mais la ligne de parti, c'est un poison. D'abord, ça oblige un parlementaire à la soumission, à l'obéissance. Ça l'empêche de s'exprimer. Ça l'empêche de débattre. En démocratie parlementaire britannique, un parlementaire reste un parlementaire. Il est là pour voter des lois, appuyer des règlements,
faut qu'il garde sa liberté. S'il n'y a plus de liberté, comment va-t-il légiférer en toute connaissance de cause? La ligne de parti, c'est un poison pour la démocratie. Moi, je crois qu'il y a un gros travail pour revaloriser le rôle du député et lui donner son autonomie. Le système en régime parlementaire britannique, lorsque le parti au pouvoir est majoritaire, ça infantilise le député. Laissez le législateur légiférer avec la liberté qui doit accompagner les débats que ça impose. La légitimité d'un député, c'est d'être élu. Sa légitimité n'est pas le fait qu'il est péquiste ou libéral, c'est le fait d'être élu par le peuple et représenter toute une population. Rendu au Parlement, il serait plus libre parce qu'il doit obéir à la discipline de parti. Non. 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 C'est de même qu'on étouffe la démocratie représentative. À votre deuxième campagne électorale, celle de 98, est-ce que la campagne a été bien différente de la première, celle de 94? Je dirais qu'elle était passablement différente. D'abord, le style de campagne n'a pas été le même. La publicité n'a pas été la même. J'ai fait la campagne surtout en axant mon discours politique sur la Gaspésie. Parce qu'il faut que vous sachiez que la circonscription de Matane, il y en a une partie dans le Bas-Saint-Laurent et il y en a une partie en Gaspésie. C'est embêtant, hein? C'est une circonscription à cheval sur 2 régions administratives. Alors, j'ai axé beaucoup sur la Gaspésie et je me suis dit, c'est là qu'il va falloir mettre l'accent, travailler plus fort et expliquer aussi les besoins. L'autre chose qui n'est pas négligeable dans le débat, c'est que j'avais un candidat contre moi à l'investiture, un jeune qui était poussé par des membres de l'exécutif et des militants de la circonscription. Il me faisait une lutte féroce. Il a vendu des cartes de membres, puis je voyais bien qu'il s'activait beaucoup. Alors, j'ai dû faire une campagne très active pour garder l'investiture dans Matane. Et puis, je ne sais pas, d'habitude, tu sais, le premier ministre ou le chef du parti, quand il y a un de ses députés ou ministres, il l'appuie officiellement. Ça n'a pas été mon cas. En 98, je me suis débrouillé seul. Cependant, j'ai remporté le congrès d'investiture, mais ça a été une lutte, mais ça m'a fait du bien. J'ai aimé ça. Je suis allé me frotter à la réalité politique péquiste et j'ai dû livrer combat pour garder... Parce qu'on avait entendu les branches à la rumeur que je ne me représenterais plus. Et la rumeur était fondée. Je suis resté parce que j'avais en tête d'autres projets qui n'étaient pas terminés, qui étaient en chantier, mais qui n'étaient pas terminés. Alors, je me suis dit aussi bien de poursuivre. Alors, je l'ai fait. Et j'avais consulté Bernard Landry, qui est un bon ami, qui m'avait dit « Ah oui, c'est une bonne affaire pour la Gaspésie », parce qu'on avait des projets, lui et moi, pour le développement de la Gaspésie. On avait articulé un projet spécial, un plan de développement pour la péninsule. Et ça me tentait, tu sais, parce que les choses se présentaient correctement. Et une autre chose que je dis, puis j'espère ne pas blesser personne, j'ai l'impression qu'en 98, les libéraux ne m'ont pas livré la bataille qu'ils auraient dû me livrer. Il y avait un bon monsieur comme candidat, mais je sentais bien, d'après les informations que j'avais de mes amis libéraux, que c'était peut-être pas ça qu'ils voulaient, en somme, comme candidat. Ils auraient voulu me faire une lutte plus féroce. Alors moi, j'ai interprété que les libéraux,
Ils n'ont pas voulu me donner une passe gratuite, mais ils n'étaient pas équipés pour la bataille. Donc, ça a été une élection qui a été remportée, je dirais, parce que les libéraux étaient satisfaits de ce que je faisais. M. Bouchard a formé un nouveau gouvernement, mais cette fois-là, il vous a exclu du Conseil des ministres. Est-ce que ça vous a déçu? Avez-vous une explication, une déception? Je vais faire attention à ce que je vais dire. Ça m'a presque ravi de ne plus être membre du gouvernement. C'est étonnant. C'est étonnant, je vais vous dire pourquoi. Le fait de reprendre un peu de liberté de parole, ça me gratifiait beaucoup. J'aimais ça, j'étais content. Il y a des choses que j'aurais peut-être aimé continuer au travail, au ministère, puis m'occuper davantage des aînés, parce qu'on m'avait confié ça. Mais moi, j'avais dit à Lucien, quand il m'a rencontré, pourquoi me faire venir à Montréal pour m'annoncer ça? Tu aurais pu m'appeler, ça aurait fait pareil. Alors, il a dit non. Et après ça, il voulait qu'on se rencontre pour qu'il m'explique davantage, sans doute. Alors, il me croisait des fois, il me disait, « Ah, on prend un café ensemble. » Puis il ne m'a jamais appelé. Puis il ne m'a jamais expliqué. Je n'avais pas le goût non plus qu'il m'explique pourquoi. Mais après cette période, je suis revenu simple député. Avec moins d'influence, sans doute. C'est sûr que tu as moins d'influence dans certains réseaux. Mais le fait de ne pas être ministre, ça ne m'a pas empêché de plaider mes dossiers. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, j'avais plus de temps pour les travailler, les préparer, et j'avais plus de temps aussi pour les articuler dans un discours cohérent. Mais je me suis dit une chose. Je suis ici pour 4 ans. Je vais apprendre mon métier de député. Ça, c'est clair. Ce métier-là de député et de législateur. Et je l'ai appris, ce métier-là. Puis j'ai aimé ça comme apprentissage. Et vous l'avez fait comment, cet apprentissage-là? On vous a nommé président de commission. Hein? Oui, et ça m'a donné une grande chance. D'abord, qu'on me confie la commission de la culture, ça m'habillait bien, puis j'étais confortable là-dedans. Puis on a fait des choses magnifiques, surtout sur la diversité culturelle. Ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de faire de nombreuses rencontres dans de nombreux pays, et ça nous a permis de travailler et de tenir un grand colloque sur la diversité culturelle au Québec, et ça avait été une réussite. Et j'ai appris mon métier de parlementaire, et on avait formé un comité. J'avais écrit à Jean-Pierre Charbonneau une lettre lui disant que qui était président de l'Assemblée nationale, je lui avais dit, la nouvelle loi de la fonction publique, de l'administration publique, nous impose, comme députés, à exercer un plus grand contrôle sur la machine administrative et sur le gouvernement. Nous avons donc un devoir de réexaminer comment devraient fonctionner les comités parlementaires et comment devrait s'exercer le contrôle parlementaire sur l'exécutif. Jean-Pierre Charbonneau avait accueilli cette requête favorablement. Et là, on a fait une étude en profondeur de tout ce qui avait été fait dans le passé pour proposer une réforme du fonctionnement et du Parlement et des commissions parlementaires. Et comment un parlementaire devait agir librement dans l'exercice de ses fonctions comme législateur et comme membre du Parlement. On avait rédigé un rapport, j'ai contribué à rédiger d'ailleurs, qui s'appelle « De la nécessité du contrôle parlementaire ». Ça a été déposé et j'avais demandé, lorsque j'ai déposé ce rapport, j'avais demandé aux parlementaires, lors du dépôt à l'Assemblée nationale, de se faire un devoir de le lire. Ils l'ont lu. Et on a rencontré, Mme Gagnon-Tremblay et moi, on avait rencontré tous les députés qui accueillaient favorablement le rapport. Il y avait des recommandations très fortes. Par exemple, on disait dans ce rapport que le Parlement de la Nation
n'était plus l'endroit de grands débats, les gouvernements s'en remettant plutôt à des commissions d'experts, des comités ad hoc, des ci, des ça, tu sais, des commissions d'enquête. Il n'y avait plus de grands débats au Parlement, donc réapproprier les grands débats de société au sein du Parlement, qui est l'autorité suprême. Puis aussi, on modifiait le rôle des commissions. On enlevait les ministres des commissions parlementaires. On améliorait les mandats d'initiative, de contrôle, d'écoute de la population, etc. Ça avait été très bien reçu par les parlementaires, mais le premier ministre de l'époque, je pense, ne l'a jamais lu. Et ça ne l'a pas, il ne se réveillait pas la nuit pour penser à ça. Donc, ce rapport, lorsque les péquistes étaient au pouvoir, est tombé à peu près comme lettre morte. Mais heureusement, ça a été repris par d'autres. Et le débat, la réflexion se poursuit là-dessus, et j'en suis ravi. Vous avez aussi, comme président de la Culture, participé à une réflexion sur la concentration des médias. Oui. On avait entrepris une bonne réflexion à la Commission de la Culture sur la concentration de la presse et la diversité des sources dans le domaine journalistique, un domaine qui m'intéressait, évidemment. Est-ce que nos médias assument leurs responsabilités sociales et professionnelles? Est-ce que les grandes entreprises de presse, comme citoyens corporatifs, permettent ou offrent l'information diversifiée de qualité essentielle aux citoyens et aux citoyennes qui vivent dans une société démocratique? On avait construit un assez bon document, un bon rapport, que j'avais soumis à Bernard Landry, qui était premier ministre. Et là-dessus, on y faisait des recommandations très intéressantes. Je maintiens qu'on y faisait des recommandations qu'il avait trouvées. Et dit oui. D'abord, je voulais que Télé-Québec et TQS forment une seule et même entreprise, comme télévision généraliste et comme télévision éducative. Une version 75 télé généraliste et un 25 de télé de culture et ça aurait été rentable? Oui. Et moi, mon idée était la suivante. C'est qu'on faisait accéder la culture à une écoute qu'elle n'avait jamais eue. Et ça permettait, j'avais fait des démarches auprès de Bell Canada à l'époque, qui était propriétaire de TQS, et les choses semblaient sympathiques des deux côtés. On se posait la question, est-ce que le CRTC va nous accorder une nouvelle licence? Moi, je voyais les choses assez positivement parce que je me disais, Télé-Québec a déjà sa licence, TQS aussi. Il s'agirait d'harmoniser comment on peut faire ce bond en avant dans le domaine télévisuel. Et aussi, on voulait véritablement améliorer la presse en région. Parce qu'en région, ayant vécu comme député en région, les articles de journaux sont écrits autour des annonces, hein? Presque pas de place pour les journalistes d'exercer leur métier. Et les journaux indépendants, on faisait un plaidoyer vibrant pour le maintien d'une presse indépendante et diversifiée en région. Et on avait remis ça à Landry, Bernard à l'époque, qui était premier ministre. Il avait très bien accueilli ce rapport, mais c'est tombé ça aussi dans les limbes, hein, c'est sûr, parce que la concentration de la presse au Québec, c'est exorbitant. Hein, les conglomérats qui sont les propriétaires, ça ne peut pas faire autrement que conduire à l'affaiblissement de la qualité de l'information. J'en ai la conviction profonde. Et l'influence des propriétaires de ces médias sur le pouvoir politique, c'est considérable. Merci, M. Rioux. On continue la semaine prochaine. Merci.